Et si un film n'était pas juste qu'une histoire, mais une véritable déclaration d'amour? Une lettre écrite avec des paysages à perte de vue, une musique devenue mythique et toute la poésie sauvage d'une nation. En 1982, le réalisateur George Miller a offert au monde L'homme de la rivière d'argent. Et cette année-là, j'avais été voir ce film dans mon cinéma de quartier, La Maison pour tous. Voilà comment s'appelait ce cinéma. Et cela a été un moment merveilleux. Ce moment, il est temps de le partager avec vous, car ce film est bien plus qu'un western, c'est un chef-d'œuvre intemporel. Ce n'est pas l'histoire d'un simple cow-boy, c'est le récit d'un passage à l'âge adulte, forgé par la mort, l'exil et une nature impitoyable. C'est une romance qui défie les classes sociales, au cœur des montagnes si belles qu'elles en deviennent un personnage à part entière. Et c'est surtout la mise en image d'un poème qui est au cœur de l'identité australienne. Alors, pour ouvrir ce mois dédié au western avec des rétrospectives qui mettront en avant vos choix des meilleurs westerns par décennie, j'ai choisi ce film. Alors, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les westerns. Ici, pas de désert aride ou de saloon poussiéreux. On a des forêts d'eucalyptus, des cascades vertigineuses et une course de chevaux si spectaculaire qu'elle a marqué l'histoire du cinéma. Montée en selle, on part pour les Alpes australiennes découvrir pourquoi L'homme de la rivière d'argent est une œuvre d'une beauté incroyable, une véritable ode à la nature sauvage. En 1982, le cinéma australien est en pleine ébullition, porté par la New Wave locale et les succès planétaires de films comme Mad Max. C'est dans ce contexte qu'un autre George Miller, à ne pas confondre avec le créateur de Mad Max justement, c'est une source de confusion fréquente assez amusante. Eh bien, il s'attaque à un projet fou, adapter l'un des poèmes les plus sacrés de la culture australienne. Ce poème, c'est The Man from the Snowy River, écrit en 1890 par Banjo Paterson, un poète national dont les vers ont façonné l'imaginaire du pays en célébrant la vie rude et romantique du bush. J'ai le droit d'y rester. C'est pas parce que c'est à toi que tu as ce droit. Ce droit appartient à celui qui est capable de s'en occuper. J'en suis très capable. Tu le seras peut-être, un jour. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de dire tais-toi? Descends dans la vallée. Gagne le droit de vivre en homme des montagnes, comme ton père l'a fait. Le défi était immense. Comment transformer une ballade centrée sur une unique et folle course de chevaux en un long métrage de plus de 100 minutes avec des personnages complexes et des portées universelles? La réponse de Miller et de ses scénaristes, Cull Cullen et John Dixon, a été de bâtir tout un monde autour du poème. Ils ont imaginé une jeunesse à ce cavalier anonyme, l'ont nommé Jim Craig et ont fait de lui un jeune montagnard qui, après avoir perdu son père dans un accident, doit descendre dans la plaine pour prouver sa valeur et gagner ses galons d'homme. Le film devient alors un parcours initiatique, un roman d'apprentissage où le jeune héros, joué par un Tim Burlinson, alors inconnu, doit affronter la méfiance des hommes de la plaine, gagner sa place en tant que cavalier et tomber amoureux de la fille d'un riche et autoritaire propriétaire terrien, le redoutable Harrison. Mais là où le film va plus loin, c'est qu'il ne se contente pas de raconter une histoire en Australie, il raconte l'histoire de l'Australie. Une Australie mythique, sauvage, à la fois cruelle et sublime. Pour comprendre comment ce film est devenu une véritable déclaration d'amour à sa terre natale, on va donc explorer trois piliers. D'abord, on verra comment les paysages grandioses deviennent un personnage central. Ensuite, on écoutera comment la musique de Bruce Rowland insuffle une âme épique à chaque image. Et enfin, on plongera dans l'âme poétique du film pour voir comment l'héritage de Banjo Paterson lui donne sa profondeur mythologique. Dans beaucoup de films, le décor n'est qu'une toile de fond, un simple cadre pour l'action. Dans L'homme de la rivière d'argent, c'est tout l'inverse. La terre australienne, filmée avec une majesté
et un respect quasi religieux par le directeur de la photographie, Keft Wagstaff, n'est pas un décor, c'est un acteur. Elle est à la fois l'ennemi, le mentor et l'enjeu du récit. George Miller ne filme pas des montagnes, il filme des titans endormis. Il ne filme pas des forêts, il filme des cathédrales de bois et de lumière. Le film s'ouvre et se ferme dans les montagnes. Pour Jim Craig, c'est le High Country, le haut pays des Alpes victoriennes. Un monde vertical, un royaume à part qui a ses propres lois. Au début du film, ces montagnes sont le théâtre du drame. Elles sont impitoyables. La mort du père de Jim, écrasé par la chute d'un arbre, établit d'emblée la dangerosité de cet environnement. La nature donne, mais elle reprend sans préavis. Pourtant, ces mêmes montagnes sont aussi le refuge et le symbole de la pureté. C'est là que vit l'ermite Spur, loin de la cupidité des hommes. C'est le lieu de la liberté, incarné par le troupeau des chevaux sauvages qui règnent sur les crêtes. Je ne connais pas ses origines, mais c'est un cheval des montagnes, et un bon. Il est à toi. Mais j'ai pas de quoi le payer. Il n'est pas à vendre. Non, écoute, Ne Spur. discute pas, un homme sans cheval est un homme sans jambes. Pour Jim, être un homme de la montagne n'est pas une simple origine géographique, c'est une identité. Il connaît ce territoire. Il a une endurance et un courage que les hommes de la plaine ne peuvent pas comprendre. Les montagnes l'ont forgé. Le point culminant de cette relation entre l'homme et la montagne, c'est bien sûr la scène la plus célèbre du film, cette fameuse descente. Alors que tous les autres cavaliers s'arrêtent net devant une pente quasi verticale, la jugeant suicidaire, Jim, lui, n'hésite pas. Il lâche la bride et se lance dans une descente folle, défiant la gravité et la mort. Cette scène, tournée sans effets spéciaux par l'acteur Tom Burlinson lui-même, est bien plus qu'une cascade. C'est un acte de foi, l'instant où l'homme ne fait plus qu'un avec son environnement. Il ne conquiert pas la montagne, lui et son cheval dansent avec elle. Il lui fait confiance, car ils sont tous les deux nés de la montagne. Le paysage n'est plus un obstacle, c'est l'allié qui lui permet d'accomplir l'impossible. Si les montagnes représentent l'épreuve, les forêts d'eucalyptus, elles, sont le lieu de l'intime et du mystère. George Miller les filme d'une manière unique. Ce ne sont pas des bois sombres et menaçants à l'européenne, la lumière du soleil perce à travers le paysage argenté, créant des jeux d'ombre en perpétuel mouvement. La forêt peut cacher, protéger, mais aussi désorienter. C'est là, dans l'intimité des bois, que naissent les sentiments entre Jim et Jessica. Loin du regard de son père, Jessica peut enfin être elle-même, une femme éprise de liberté. Leurs chevauchés où ils galopent côte à côte sous les grands arbres sont d'une beauté et d'une sensualité folle. La caméra capture la sueur des chevaux, la tension des corps, le tout enveloppé dans le son des oiseaux et le bruissement des feuilles. Mais la forêt est aussi un terrain de chasse. C'est là que les hommes traquent le troupeau sauvage. Et les plans de poursuite à travers les arbres sont d'un dynamisme incroyable. La caméra est si fluide qu'on a l'impression de slalomer nous-mêmes entre les troncs. On ressent physiquement la vitesse et le danger. La forêt devient un labyrinthe où seuls les plus instinctifs comme Jim peuvent triompher. En contraste total avec la verticalité des montagnes, les plaines représentent le monde des hommes, de la société, de la propriété. C'est le domaine de Harrison, le riche propriétaire joué par Kirk Douglas. Son ranch est une tache de civilisation dans l'immensité. Les clôtures qui délimitent ces terres symbolisent la volonté de tout posséder, de tout contrôler. La descente de Jim vers la plaine est un choc culturel. Lui, l'homme libre, se retrouve dans un monde hiérarchisé, où l'on vous juge à votre fortune et non à votre valeur. On le regarde de haut, on le traite comme un gamin des montagnes. Le paysage plat et ordonné des plaines reflète cette structure sociale rigide. C'est le monde de l'argent et des secrets de famille, incarné par la relation conflictuelle entre les deux frères jumeaux, Harrison et Spur, tous deux joués par un Kirk Douglas magistral. Comme d'habitude, je vous dirais. Ce contraste géographique est donc au cœur du film. Les montagnes sont le lieu de l'être, les plaines le lieu de l'avoir. La quête de Jim sera de réconcilier ces deux mondes, prouver sa valeur aux hommes d'en bas en utilisant la compétence acquise là-haut.
La vraie richesse, nous dit le film, n'est pas la terre qu'on possède, mais la capacité à vivre en harmonie avec elle. Si les images sont le corps du film, la musique de Bruce Roland en est, sans aucun doute, l'âme. Impossible d'imaginer L'Homme de la Rivière d'Argent sans sa bande originale. Elle ne fait pas qu'accompagner l'action, elle la sublime et la transforme en mythe. Roland a composé une partition à la fois profondément australienne et universelle, un mélange de thèmes épiques, dignes des plus grands westerns, et de mélodies folk qui capturent l'essence de la vie dans le bush. Le réalisateur George Miller a raconté qu'il ne briefait pas son compositeur en termes techniques, mais en termes d'émotion. Il lui demandait ce que le spectateur devait ressentir. Résultat, la musique agit comme un second scénario, qui raconte les émotions cachées des personnages et la grandeur silencieuse des paysages. Chaque note est pour moi une strophe dans une poésie. C'est l'harmonie, la rime, le juste mot dans un poème, où l'émotion gagne notre cœur. Le thème principal du film est l'un des plus reconnaissables du cinéma australien. Il éclate dès les premières secondes et revient à chaque moment clé. C'est un thème héroïque, mais chaleureux, plein d'un optimisme irréversible. La mélodie, portée par des cuivres et des cordes, semble s'envoler, épousant les courbes des montagnes et l'immensité du ciel. À l'opposé du souffle épique du thème principal, on retrouve le thème de Jessica. C'est l'un des plus beaux thèmes romantiques du cinéma. Joué au piano, il est d'une simplicité et d'une tendresse bouleversante. Sa mélodie douce et un peu mélancolique capture parfaitement la personnalité de Jessica. Sensible, piégée par les conventions, mais rêvant de liberté et d'un amour vrai. Au-delà de ces deux grands thèmes, la partition de Bruce Roland est riche en textures qui donnent vie aux bouches. Il utilise la guitare acoustique ou l'harmonica pour évoquer la vie simple et rude des montagnards, notamment dans les scènes avec Spur. Ces passages plus intimes ancrent le film dans une réalité palpable. Roland excelle aussi dans la création de tensions. Les scènes de poursuite sont soutenues par des rythmes percutants et des cordes stridentes qui créent un sentiment d'urgence et de péril. Mais même là, la musique n'est jamais agressive. Il y a toujours une sorte de noblesse, de respect pour la puissance de la nature. Pour saisir toute la profondeur du film, il faut remonter à sa source, un poème. Andrew Barton Banjo Patterson est une icône littéraire en Australie. Ses textes, écrits à la fin du 19e siècle, ont idéalisé la vie du bushman, le broussard, le cavalier, créant une mythologie pour une jeune nation en quête d'identité. Son poème de 1890, L'Homme de la Rivière d'Argent, raconte une histoire simple mais forte. Un poulain de grande valeur s'échappe et rejoint une horde de chevaux sauvages. Les meilleurs cavaliers de la région se lancent à sa poursuite, mais quand les chevaux dévalent une pente terriblement raide, tous abandonnent. Tous sauf un jeune garçon des montagnes sur son petit cheval tenace qui se lance à leur poursuite. Et, seul, parvient à ramener tout le troupeau. C'est un récit de courage et de l'esprit indomptable de l'homme des montagnes. Le génie du film, c'est d'avoir compris que le poème était le noyau d'un mythe bien plus vaste. Les scénaristes ont pris l'événement central, la poursuite, et ont construit autour une histoire bien plus complexe, un roman d'apprentissage. Dans le poème, le héros est anonyme. Le film lui donne un nom, Jim Craig, une histoire et une motivation. Sa quête n'est pas seulement de récupérer un cheval, mais de regagner son honneur et sa place dans le monde. Pour cela, le scénario introduit des éléments qui n'existent pas dans l'original, mais qui l'enrichissent. Aujourd'hui, dans une petite ville située à l'ouest de la chaîne des montagnes, Corryong, on affirme que le bouvier Jake Riley a inspiré le personnage du poème. Est-ce vrai ou simplement à des fins marketing? Je ne creuserai pas le sujet, je ne veux pas abîmer le poème sous couvert de stratégie commerciale. L'ajout le plus marquant est celui des deux frères jumeaux, Harrison et Spur, joués par la légende Kirk Douglas. Harrison, le riche propriétaire, incarne la civilisation, l'ordre, mais aussi la rigidité et un passé douloureux. Spur,
Son frère, ermite et unijambiste, représente la nature, la liberté et la sagesse du bush. Va à l'ouest, ils me disaient tous, va à l'ouest. Alors j'y suis allé, mais je suis allé beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient dit. Et j'ai trouvé de l'or dans la viande de bœuf. Ces deux figures paternelles offrent à Jim deux visions du monde. En naviguant entre eux, Jim forge sa propre voie, un équilibre entre civilisation et nature. J'en ai pour des semaines à retrouver ces vaches. Pas si tu sais où chercher. Dès les premiers signes de neige, tous les animaux de ce plateau se dirigent vers le pied de la falaise. L'introduction de la romance avec Jessica, la fille de Harrison, est un autre ajout crucial. Cet amour interdit ajoute une tension qui rend le succès final de Jim encore plus éclatant. Il ne gagne pas seulement le respect des hommes, il conquiert le cœur de celle qu'il aime, unifiant les deux mondes qui s'opposaient. La présence de Kirk Douglas est fascinante. Pourquoi une si grande star de l'âge d'or hollywoodien a-t-elle accepté de jouer dans ce film australien au budget modeste? À 66 ans, Douglas cherchait des défis. Le double rôle de Harrison et Spur était une occasion en or de montrer l'étendue de son talent, s'il en était besoin d'ailleurs, passant du patriarche autoritaire à l'ermite excentrique. Et bien sûr, sa performance est mémorable. En Harrison, il est dur, intransigeant, rongé par un vieux chagrin. C'est l'un de ses derniers grands rôles de salopard magnifique. En Spur, il est cabotin, plein de fantaisie et de sagesse populaire, devenant le mentor de Jim. Mais au-delà de la performance, la présence de Douglas crée le pont entre le western américain et cette histoire purement australienne. Il est le lien qui permet au public international de comprendre les codes du genre tout en découvrant une nouvelle frontière. Le voir chevaucher dans les Alpes australiennes, c'est voir Hollywood venir s'incliner devant la majesté du bush. À noter que Burt Lancaster et Robert Mitchum avaient été envisagés pour interpréter ce double rôle. Tout ça nous mène au climax du film, qui est aussi le cœur du poème, la poursuite. C'est là que le film devient une incarnation pure de la poésie de Banjo Paterson. Les mots du poète prennent vie à l'écran, dans une séquence d'une puissance à couper le souffle. Voici un extrait du poème. Il fit voler les pierres de silex, mais le poney garda son équilibre. Il franchit les arbres tombés d'un seul bond, et l'homme de la rivière d'argent ne bougea pas d'un pouce. C'était magnifique de voir ce cavalier des montagnes chevaucher. Chaque vers est traduit en images. On voit les sabots faire jaillir des étincelles sur les pierres, on voit le cheval sauter par-dessus des troncs d'arbres, et surtout on voit le visage concentré de Tom Burlinson qui ne fait qu'un avec sa monture. Le montage effréné, la musique héroïque et la beauté brute des paysages se combinent pour une expérience cinématographique totale. Le film capture l'essence même du poème, la célébration du courage, la connexion mystique entre le cavalier et son cheval, et de la supériorité de l'homme façonné par la nature. En ramenant seul et sans aide le troupeau, Jim ne fait pas qu'accomplir un exploit, il devient une légende, il incarne le mythe et le rang éternel. Alors pourquoi plus de 40 ans après sa sortie, l'homme de la rivière d'argent me fascine-t-il toujours autant? Eh bien, la réponse tient en une alchimie parfaite. Vous avez aimé l'épopée et les paysages grandioses de Danse avec les loups. Eh bien là, des années avant, on avait déjà tout ça, toute cette poésie sur l'écran. Effectivement, il y a ces paysages. George Miller n'a pas utilisé l'Australie comme un décor, il en a fait le moteur du récit. Ensuite, il y a la musique inoubliable de Blues Roland. Sa partition donne au film son souffle épique et son cœur romantique, élevant chaque scène au rang de moment iconique. Et enfin, il y a son âme poétique, héritée du poème de Banjo Paterson, un respect profond de la nature. Ces trois éléments créent bien plus qu'un western. Ils créent une œuvre sensorielle, une symphonie visuelle et auditive. L'homme de la rivière d'argent est un film qui se ressent autant qu'il se regarde. Un joyau qui a trouvé l'équilibre parfait entre aventure spectaculaire et émotion sincère. Son succès colossal en Australie a d'ailleurs donné une suite et une série TV. Cela prouve à quel point il a touché le cœur de sa nation. Et encore une fois,
J'insiste très lourdement sur l'émotion. Un film comme ça nous en procurait des tas, alors qu'aujourd'hui, pour trouver une émotion dans un film, eh ben, des fois, il faut juste attendre le générique de fin pour être soulagé. Des décennies plus tard, son message donc résonne peut-être encore plus fort. Il nous rappelle la beauté et la puissance de la nature sauvage. C'est une déclaration d'amour à une Australie de légende et une invitation à chevaucher, le temps d'un film, aux côtés d'un héros inoubliable. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Et c'est pour cela que dans ce mois qui est consacré au western, que vous avez célébré à travers vos votes, eh bien je voulais vous faire découvrir ce film en petit amuse-bouche, disons-nous. Certes, il n'est pas américain, mais une fois n'est pas coutume. La poésie et les émotions que ce film procure valent bien une petite entorse aux règles de cette chaîne. Et je ne serais pas complètement satisfait si je ne mentionnais pas mon ami de la toile, H. Vous le connaissez puisqu'il est devenu un pilier des lives de la chaîne. Et sans lui, je n'aurais pas retrouvé ce film. Un grand merci, car il m'a permis de me replonger dans mes souvenirs et il m'a offert l'un des meilleurs visionnages depuis bien longtemps. Car oui, ce film n'est pas encore sorti en support physique en France. Messieurs les éditeurs, qu'est-ce que vous attendez pour nous mettre une belle restauration en Blu-ray? Ce film mérite vraiment d'être repressé, remasterisé et proposé au public. C'est moins difficile que ça en a l'air. Continue, tu y arriveras. Je passerai tout à l'heure pour voir où tu en es. Listen, pussycat. Voilà, la chevauchée est terminée. J'espère que cette analyse vous a donné envie de voir ou de revoir ce magnifique film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations cinématographiques. Bien sûr, vous pouvez booster la vidéo, cela aide grandement. Et maintenant, la parole est à vous. Dites-moi dans vos commentaires quel est votre western coup de cœur, celui qui vous a transporté dans des paysages inoubliables. Ou si vous avez vu L'Homme de la Rivière d'Argent, tout comme moi, partagez votre scène et votre musique préférée. J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao!